longtemps que j'ai pas tourné, là. Que j'ai pas pétré aussi. Vous êtes né à quel endroit, M. Moi, je suis originaire de Montréal, dans le quartier de la Petite Patrie à Montréal, le même quartier que Claude Jasmin ou que Chapelot, Serge Chapelot venait de ce quartier-là aussi. Alors, j'ai fait mes études secondaires à l'école de quartier. Puis, je m'étais toujours intéressé au dessin, puis je me suis dirigé vers les beaux-arts après la 11e année. Puis, j'ai été refusé à ma première entrée aux beaux-arts. Alors, j'ai fait application aux arts appliqués et j'ai été retenu. Mais après la première année, j'avais besoin d'une autre orientation parce que j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça, ça me correspondait pas. Puis, et j'avais un ami qui est Michel Denis, qui était un potier, qui était potier pendant au moins une quinzaine d'années, qui était dans ma classe en première année, qui m'invite, elle dit viens en céramique, c'est le fun. Je connaissais même pas ça, le mot céramique. Je suis allé là parce que je connaissais quelqu'un. Là, je me suis retrouvé avec Baudin qui me fait une démonstration d'un petit bol. Il dit c'est ça la céramique. Fais ton petit bol, puis c'est ça la céramique. C'est tout ce que j'ai reçu. Fait que là, j'étais un peu déçu, mais j'ai commencé à travailler ça. Puis les élèves venaient m'aider. Puis là, j'ai mordu. J'ai vraiment mordu. J'allais montrer mes pièces au professeur, ça me faire corriger, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il s'est intéressé à moi, tu sais, puis il m'a proposé un apprentissage à son école d'été ici, en échange d'un petit salaire, là, puis il me nourrissait, il me logeait, puis j'avais jamais quitté Montréal. J'avais 17 ans, alors... moi, dans ma vie, j'ai pas eu de père. Mon père est décédé, j'avais 1 an et demi. Alors, ma mère a élevé 6 enfants tout seul. Alors, Gaétan, quand il est arrivé dans ma vie, c'était comme mon père. Tu sais, ça a été, on pourrait dire, un remplaçant. Alors, c'est ça. Là, je me suis pris de ce métier-là. Je travaillais le soir, le matin. Mais il faut dire qu'à l'école aussi, j'avais rencontré Pierre Legault qui donnait des cours du soir aux élèves, des cours du soir à l'époque. Et on avait le droit de rester dans le département, nous autres, les étudiants du jour, jusqu'au soir tard. Tu sais. Alors, Pierre Legault, lui, s'était intéressé à moi aussi. Là. Il me provoquait toujours avec quelques anecdotes, puis tout ça. Tu sais. Puis, un jour, j'avais décidé de quitter le département de céramique. C'était juste avant le palais du commerce à l'époque. Il y avait le salon de l'artisanat. Alors, Pierre Legault, il faisait des démonstrations. Là. Il y avait un kiosque, puis il montrait l'art du potier au public. Moi, j'avais arrêté d'aller à l'école, mais j'avais été aidé à quelqu'un qui faisait des bijoux puis des lampes en bois d'épave. Tu sais, à l'époque, c'était en Gaspésie, il ramassait plein de bois d'épave, des agates, puis il faisait des bijoux, puis il vendait ça aux gens. Que j'étais allé l'aider à monter son kiosque. Puis là, le gars, il me voit là, il dit comment ça fait que t'es pas à l'école? Ah, je dis, je veux plus rien savoir de ça, j'aime pas ça. En tout cas, il dit, si tu as du temps, tu viendras nous aider à monter mon kiosque. Tu sais. Et puis là, il fallait qu'il aille chercher le tour, la terre, puis tout ça à son atelier de Pierrefonds. Il restait à Pierrefonds à cette époque-là. Il m'envoie avec son apprenti chercher l'équipement. Là, quand je suis rentré là, c'était peut-être 5-6 heures et c'était la noirceur. Mais à la porte, il y avait une espèce de grande lampe, une espèce de lanterne avec une lumière dedans, tu sais, tout ajouré. Puis là, ça m'a bien impressionné, ça. Puis là, en ouvrant la porte d'atelier, là, j'ai vu un vrai atelier, tu sais. Là, ça a transformé ma vie, c'est Pierre Legault, en fait, qui m'a introduit à ce coup de foudre-là, je pense. Après ça, Baudin, lui il m'a introduit à la philosophie de ce métier-là. 65-66, c'était chez Baudin. OK. Là, j'ai quitté chez Baudin, puis là, je me suis revenu à Montréal, puis j'ai eu l'offre de la centrale d'artisanat pour aller travailler comme démonstrateur au village canadien, à l'Expo 67. J'avais connu ici, à North Atlee, une dame qui s'appelait Mme Lehman. Elle avait... sa famille avait un édifice sur la rue Notre-Dame-Est, au coin de Bonsecours, à Montréal. Et puis le bas, c'était des espèces d'entrepôts où elle entreposait des décors de théâtre. Puis elle faisait un peu de poterie. Alors, elle
vu qu'on s'était connus ici à North Atlee, j'étais jeune, je commençais en poterie, tout ça, elle m'a proposé, elle dit, tu n'auras pas besoin d'un atelier, j'aurais le goût, moi, de faire un centre de céramique à Montréal. Fait qu'elle m'invite. Fait que, elle me parle de son projet, là, je dis pas non, tu sais. Là, je parle à un autre copain qui, lui, avait un projet de faire quelque chose du genre, qui était bon en administration, puis tout ça. Il s'appelait Alain Guibault, qui a fait un peu de céramique, là. Il a fait ses études aux arts appliqués aussi. Alors, moi puis Alain, avec Mme Lehman, on a parti le centre de céramique Bon Secours. Monique Gillard, qui maintenant est propriétaire, directrice de l'école, elle avait même fait ses études à Bon Secours, après que nous, on est parti Bon Secours. Donc, on a parti à un lieu où il y avait, je me souviens plus combien d'ateliers, je pense qu'il y avait pas loin d'une dizaine d'ateliers, plus un centre de matières premières, et plus aussi des salles de cours. On avait une salle de tournage, une salle de façonnage. On était tous des jeunes potiers, puis on avait notre atelier là, et on faisait l'enseignement des cours du soir et de jour. Alors ça a été cette période-là. Mais c'est vraiment intéressant, c'est que vous êtes à l'origine de l'école de Bon Secours, là, puis il y en a tellement Oui, puis je le défends bien parce de que potiers qui ont souvent, passé c'est là. pas perçu du tout, parce que je Hein? suis pas resté très longtemps, là. J'ai travaillé à Bon Secours jusqu'en 72, au printemps 72, où j'ai quitté pour m'en venir m'établir ici. Je suis resté jusqu'en 76, où après ça, je suis parti en voyage en France. J'ai été invité dans un symposium en France, dans le Berry de la France. On a reçu ici au Québec un groupe de 15 Français qui se sont divisés en sous-groupes, puis qui ont visité, qui étaient pris en charge par des artisans, potiers, de la région ici, là. Alors moi, j'ai pris un groupe, et puis j'ai organisé, pendant leur séjour ici, j'ai organisé une rencontre de tout le monde, de tous les potiers de la région, plus tous les artisans On a fait un gros souper, et puis on a parlé de nos métiers, et tout ça. Ça a duré, je sais pas, ils sont restés 5 jours ici. Alors, ils ont profité des sports d'hiver, c'était en plein hiver, ils ont fait du traîneau à chien, ils ont fait plein de choses comme ça dans la région. Et puis à la suite de ça, on est parti en Europe. Finalement, on a fait la France, la Belgique, la Hollande. Puis moi, je suis revenu en France. Mon époux, la femme avec qui j'étais à l'époque, avec mes enfants, sont revenus ici. Moi, j'ai continué là-bas. J'ai fait une exposition avec Claude Champy, qui est un céramiste très connu maintenant en France. À l'époque, il commençait à être connu. On était tous le même nombre d'années d'expérience. Donc, en partant, j'ai vendu ma maison, j'ai acheté le terrain ici. Je suis parti un an là-bas, en Europe. Je suis revenu. Ensuite de ça, je me suis installé à Montréal. Alors, c'est la période de Boucherville. J'ai vécu à Boucherville des années 81 jusqu'à 90, 91 à peu près. Là, je suis revenu ici, puis j'ai décidé d'habiter ma place en 92. Alors, j'ai vécu tout seul ici dans ma petite cabane. J'avais une petite cabane de 12 par 14. J'ai vécu 1 an et demi, quasiment 2 ans tout seul ici. Pendant ce temps-là, j'ai fait mon four, j'ai fait mon atelier. J'avais pas d'électricité. On a vécu sans électricité pendant un bon bout ici. Ensuite de ça, j'ai décidé d'aller apprendre la lutherie. Je
je voulais me faire un violon, j'avais tout acheté pour le faire, mais j'avais pas de personne de ressources. Puis tout ça, il y avait un cours qui se donnait à Québec. Alors j'ai fait appel au ministère de l'Éducation pour les bourses, puis tout ça. Puis j'ai laissé la poterie pour apprendre la literie pendant 3 ans. C'est comme ça que j'ai rencontré ma nouvelle épouse. Puis on s'est revenu ici après le cours, puis on a eu une belle grande fille ensemble. Ça fait près de 20 ans qu'on est ensemble, Marie-Josée et moi. Là. Puis bon, j'ai décidé de mettre toute mon énergie ici depuis ce temps-là, puis ça a profité dans le sens que, au début, quand je me suis ouvert au circuit des arts de la région, c'était pas évident parce que c'était un lieu assez intime ici, puis je voulais préserver ça. Je voulais pas avoir des gens qui venaient tout le temps chez nous pour acheter de la poterie. Mais il faut vivre de son travail aussi. Puis je me suis aperçu que les gens qui venaient ici étaient super respectueux, tu sais, puis en plus, ils aimaient mon travail, ils l'achetaient, puis ils revenaient, puis... Fait que là, on a décidé d'agrandir un peu, faire plus de poterie, puis de mettre plus mes œufs dans le même panier. J'ai décidé à un moment donné de faire appel aux bourses du Québec, aux affaires culturelles à l'époque, pour un voyage d'études à l'étranger. J'ai dit, bon, je suis dû pour un voyage. Je connaissais beaucoup le Japon par mes amis, par mon professeur, par mes lectures, par la poterie orientale, tout ça, mais je voulais constater par moi-même. Fait que j'ai pondu un texte à peu près de 5 phrases pour faire ma demande de bourse. Pas plus que ça. Puis j'ai été retenu la Bourse du Québec. J'ai eu un montant d'argent suffisant pour faire un beau voyage. Alors j'avais connu un jeune japonais ici, Taizo Kuruda, qui maintenant est au Japon. À l'époque, il était retourné au Japon. Il a décidé de me prendre comme garantie au Japon. T'sais. Alors, ça prenait quelqu'un qui te prenne en charge au Japon pour l'immigration, pour avoir le consulat. Alors, je suis allé vivre chez Taizo, dans une petite maison à côté de l'atelier. Et puis, je suis resté là presque 6 mois. Mais on est parti à un moment donné, on a fait un voyage d'1 mois et demi dans tout le Japon pour aller voir tous les anciens sites de poterie qui existent encore. Tu sais, la poterie est là dans le village, mais ils ont pris un exemple, une famille, là, puis ils l'ont canonisé un peu. Là. Les autres, ils appellent ça leur trésor vivant ou leur trésor mort national qui sont décédés, là, tu sais, ces familles-là. Alors, ils leur rendent hommage en faisant des espèces d'économusées de leur céramique de la région. Alors, j'ai visité tous ces lieux-là. Et puis, à mon retour, ben c'est ça. Le Japon m'a marqué beaucoup. J'ai fait de l'enseignement. Bon Secours, on m'a demandé de faire de l'enseignement au niveau professionnel. Faut que ça pourrait être intéressant d'avoir un groupe, le former pendant 1 an. Tu sais, alors, je suis resté près de 3 ans à Bon Secours à former des groupes pour l'enseignement de la céramique, au niveau du tournage, un peu au niveau aussi de la décoration, l'historique un peu. Alors, pour en revenir à Mille et un pots. Mille et un pots, c'est une idée originale de Kinya Ishikawa. On en a discuté. Kinya et moi, on a des grandes affinités. On est des grands copains. Alors, Kinya a dit que ce serait le fun de faire un événement où on serait, mettons, 50 potiers, puis on aurait chacun une vingtaine de pièces à présenter, puis on invite tous les gens qu'on connaît chacun à venir fraterniser alentour de ces poteries-là. Ça a commencé comme ça, Mille et un pots. Le premier était avec 1000 et un pots, 50 potiers, 20 pièces, tu sais. Donc, ça donnait comme 1000 poteries. Et l'année d'après, bon, vu que ça avait été un succès, invité plus de monde et aussi invité les gens à apporter un peu plus de production, de pièces de série. Alors, on a installé quelques tables, puis ça tout se vendait. Maintenant, c'est le 25e cette année. Et cette année, j'ai reçu un prix. Le prix est appelé Madame Kathleen Lang. C'est une donatrice, c'est une bienfaitrice qui a encouragé beaucoup Kinya à développer son entreprise en lui offrant des possibilités financières, l'encadrer au niveau financier aussi parce que c'était quand même des grandes sommes d'argent à investir. Puis elle faisait partie, était donatrice aussi pour le musée McCord à Montréal. Fait que le musée McCord a appuyé Kinya dans sa démarche pour la valorisation de la céramique au Québec. Alors, elle est décédée cette année, elle a 92 ans.
Ça faisait quand même plusieurs années que Kinya remettait des prix au nom de Mme Kathleen Lang. Mais cette année, c'est moi qui l'ai reçu en hommage à ma carrière. En même temps, c'était très émouvant, je ne m'en rendais pas compte du tout. Tout le monde le savait alentour de moi, ma famille le savait. Les amis qui me recevaient à coucher là-bas le savaient, mais personne ne m'en avait parlé, alors ça a été émouvant. Alors ici, vous avez une section de mon travail, une partie de mon travail qui est un grès ou aussi une porcelaine, mais c'est plus d'aspect traditionnel, oriental, parce que les techniques utilisées, on les voit beaucoup au Japon. C'est des techniques très simples. C'est une glaçure, une couverte qui est transparente, faite à partir de cendre. Et puis le motif en dessous, c'est un engobage blanc, c'est-à-dire une terre de porcelaine liquide qu'on met sur la pièce qui est plus ferrugineuse ici. Alors le blanc, ça se trouve être de la porcelaine. Et puis on grave à travers, on peut faire des motifs. Alors les motifs apparaissent. Alors c'est tout simple. La couverte qui est ici, c'est la même que ça, avec un peu de avec du cuivre dedans. Alors ça va donner des tons plus verts avec le cuivre. Alors c'est cuit dans un four à réduction, un four au gaz, à combustion, excusez-moi, avec un apport de carbone qui va réduire un peu l'intimité de la matière. La glaçure que je superpose par-dessus est une glaçure mate, blanche mate, qui, en se jumelant à l'autre glaçure, en couche d'épaisseur, va donner différentes tonalités. Alors, tout mon travail est appliqué de façon gestuelle. J'essaie de travailler rapidement pour obtenir un jet qui va faire un dessin qui est harmonieux, qui laisse aussi apparaître différents aspects, on pourrait dire, poétique. Moi, j'appelle ça poétique parce qu'on peut rester devant la pièce, puis l'œil pénètre, et puis on peut voir des scènes. On peut imaginer des choses. Cette pièce-là, je pense que c'est 1968. Je vivais à l'Assomption à ce moment-là avec deux autres potiers, et puis on avait un four dans un soubassement. Un four à gaz dans un soubassement, il faut le faire, là. On n'était vraiment pas en loi. Et puis, c'est un petit sucrier qui vient d'un ensemble de sucrier, pot à crème et beurrier. Alors, c'est cette époque-là, tout simple, un objet tout simple, signé BOCAGE en grosses lettres. C'est une étampe, en fait, une étampe en profondeur, qui vient d'un caractère d'imprimerie, là, en plomb. Alors voilà, il y a pour ce bocage-là, il y a aussi un bocage signé BOCAGE à la main. Puis il y a aussi, à partir de 1986, qui est entouré comme ça. Alors souvent, il y a des gens qui vont penser que c'est un 13. C'est pas un 13. C'est aussi, dans mon voyage, quand j'ai fait mon poinçon, j'ai fait faire par un Japonais, parce que c'est l'esprit du Japon, d'avoir son symbole. Ça, c'est deux montagnes avec un soleil et une rivière qui passe en bas. Ça, c'était... Puis en même temps, c'est bocage. Puis, Gaëtan Baudin, il y a quelque chose de semblable dans son B. Alors, vu que moi, j'étais la suite de Baudin, mais j'avais un petit peu sorti ça. Alors, il peut se faire de toutes sortes de manières. Vous allez voir souvent ce symbole-là, en dessous des pièces. Mettons un peintre catégorisé comme un artiste. Tandis qu'un tourneur, quelqu'un qui fait une poterie, catégorisé comme un artisan. C'est comme si on avait de la misère à... Comment je pourrais dire ça? À s'associer à quelqu'un qui écrit, ou quelqu'un qui danse, ou quelqu'un qui joue de la musique. C'est comme si les arts étaient bien séparés.
Moi, je suis un peu contre ça. Tu sais, parce que créer un produit, c'est pas juste faire le pichet, c'est aussi, c'est l'ensemble de ta vie, tu sais. L'œuvre, c'est pas une pièce, c'est ce que tu donnes pour que ta vie soit en équilibre, ta vie soit complète, tu sais. Tu le donnes à travers quelque chose qui est difficile quand même. C'est pas tout le monde qui fait ça, là. Alors, t'as à constamment te convaincre que tu es dans le bon chemin, tu sais. Quand tout alentour de toi te dit que c'est précaire, tu sais, puis tu ne gagneras pas ta vie avec ça, puis etc. Tandis que c'est faux, tu sais. Gagner sa vie, c'est vraiment être en équilibre avec qui on est profondément. Alors, je pense que les êtres le savent qui ils sont profondément. Sauf que c'est pas tout le monde qui vont le favoriser, tu sais.